Moi c'est Jeanne et tu suis le MOOC Énergie-Climat d'Avenir Climatique et de l'association Bilan Carbone. Dans cette troisième vidéo, on va voir ensemble comment s'organise une collecte de données et le calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Avant de se lancer dans la collecte de données, voici un rappel des 3 étapes indispensables. D'abord, il faut définir la fonction que tu étudies. Par exemple, fabriquer des crayons ou former un étudiant sur un campus. Ensuite, il faut fixer le périmètre de ton étude, ce dont tu vas devoir tenir compte dans ton bilan. Les activités, les moyens de transport, de chauffage, de restauration, etc. Enfin, il te faut une année de référence. Par convention, un bilan carbone se calcule sur une année. L'objectif à terme, c'est de refaire le calcul à quelques années d'intervalle pour pouvoir suivre l'évolution des émissions et vérifier qu'on s'améliore. Tout ça, tu peux commencer à le rédiger dans un rapport d'étude pour t'en souvenir quoi qu'il arrive. C'est à partir de maintenant que le gros du boulot va commencer. Il va falloir aller à la pêche aux données. L'objectif de la phase de collecte de données, c'est de récolter toutes les informations dont tu auras besoin pour établir ton bilan carbone. C'est un véritable travail d'enquêteur. Et au fil de ton enquête, tu vas rencontrer plein de gens. Alors c'est le bon moment pour affiner la présentation de ta démarche, pour pouvoir en parler à tes différents interlocuteurs. Car pour pouvoir les mobiliser, il faut d'abord les sensibiliser aux enjeux énergie et climat et à la finalité d'un bilan carbone. Pour bien préparer ta collecte, je te conseille de préparer une matrice de collecte et d'y lister toutes les données que tu cherches. Ah oui, la matrice, Néo, Morpheus, tout ça. Faut prendre la pilule bleue direct. Alors là, le choix est plus simple. Il s'agit d'un tableur qui va te permettre de consigner toutes les données que tu collecteras au fur et à mesure sur le terrain. Ce tableur te permettra de gagner en efficacité en identifiant en amont les facteurs d'émission sur lesquels ton travail va se baser. En effet, pour une même source de gaz à effet de serre, il existe différents facteurs d'émission qui la caractérisent. Et pour pouvoir avancer dans ton enquête, il faut que tu choisisses uniquement des facteurs d'émission pour lesquels tu pourras trouver des données. Si besoin, tu peux trouver des facteurs d'émission type sur le site de l'ADEME. Par exemple, si tu cherches à évaluer les émissions liées à la consommation de papier, tu trouveras sur le site de l'ADEME un facteur d'émission spécifique à la consommation d'une ramette de papier. Il faudra alors que tu comptabilises le nombre de ramettes de papier utilisées en une année sur ton campus. Dans la version 8 du bilan carbone, il existe un tableau de collecte de données pour t'aider. Le bilan carbone contient déjà dans ses outils tous les facteurs d'émission de la base carbone. Il rassemble aussi d'autres facteurs d'émission venant d'autres bases. Il faut vraiment bien remplir la matrice de collecte parce que c'est le fichier le plus important lorsqu'on renouvelle un bilan carbone. Si on veut pouvoir comparer les résultats des deux bilans, il faut qu'ils soient calculés de la même manière. Et concrètement, pour un campus, je dois chercher quelles données? Alors, voici quelques données incontournables quand tu veux faire le bilan carbone d'un campus. Concernant l'énergie, tu vas avoir besoin des consommations d'énergie. Souvent, tu peux trouver ces informations sur les factures. Et pour la climatisation, cherche les comptes rendus de maintenance. Pour les transports, il faut que tu détermines comment les gens se rendent sur le campus, combien de kilomètres ils parcourent et par quels moyens de transport. En plus des allées et venues des étudiants et du personnel, il ne faut pas oublier le transport de marchandises. Car tout ce qui est consommé sur le campus vient de quelque part. Normalement, les transporteurs sont obligés par la loi de te fournir des informations sur leur propre empreinte carbone. Concernant les déchets, il te faudra la quantité de déchets émis et éventuellement déterminer ce qu'il advient de tous ces déchets, ce qui est recyclé ou non par exemple. Pour l'alimentation, il y a 2 paramètres essentiels, le nombre de repas servis et la composition des repas. On verra par exemple que plus il y a de viande dans un repas, plus ça fait grimper les émissions de CO2. Le poste immobilisation regroupe les émissions liées notamment à la construction des bâtiments. Il te faudra donc déterminer la surface totale des bâtiments et leur année de construction. Ici, n'oublie pas non plus la liste du mobilier, des véhicules professionnels ou la liste du matériel informatique. Enfin, la dernière catégorie, les consommables. Comme son nom l'indique, il s'agit de tout le petit matériel qui est consommé sur le campus. Le papier, les stylos, les produits d'entretien, etc. Souvent, c'est le service achat du campus qui aura toutes ces réponses. Sinon, il faudra faire des estimations. Oula, ça fait un paquet de données à collecter tout ça. Et oui,
Mais n'oublie pas que la liste exacte des données à chercher dépend de ton périmètre. L'important est de se simplifier la tâche en étant bien organisé. Il y a aussi des informations qui seront très difficiles à collecter. Par exemple, il te sera impossible d'interroger chaque personne qui se rend sur le campus pour savoir combien de kilomètres elle parcourt et avec quel moyen de transport. Idem pour l'alimentation. Personne ne se souvient de tous les repas qu'il a mangés sur une année. Dans ce cas, pour te simplifier la vie, tu peux utiliser des questionnaires et procéder par échantillonnage. Tu interroges un panel représentatif de personnes sur le campus, puis tu extrapoles à tous les étudiants et tout le personnel pour obtenir une donnée approchée. Par contre, il faut limiter cette méthode aux postes pour lesquels tu n'as pas de données fiables, comme l'alimentation ou le transport, car cela ajoute de l'incertitude à ton bilan final. Et si les résultats sont trop flous, il te sera difficile d'identifier quelles sont les actions véritablement pertinentes. Encore une autre astuce, sur un campus, il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles d'avoir les informations que tu cherches. Alors commence par voir s'il n'y a pas un vice-président ou un directeur développement durable. Dans certains établissements, tu trouveras aussi un responsable plan vert chargé de mettre en œuvre le développement durable sur le campus. Ces personnes sont au courant de beaucoup d'actions susceptibles de t'intéresser et ta démarche va à coup sûr les intéresser aussi. Concernant l'énergie, certains campus se sont dotés d'un économe de flux. C'est une personne chargée de faire la chasse au gaspillage énergétique. Il existe aussi des animateurs ou des managers énergie. Tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Tu pourras aussi mobiliser le service patrimoine du campus qui aura beaucoup d'informations sur la gestion et l'état des bâtiments. Le responsable informatique pour la liste du matériel et le responsable des achats pour les consommables. Et enfin, pour l'alimentation, tu peux contacter le gérant du restaurant universitaire. Et comment je fais pour rentrer en contact avec tous ces gens? Tout d'abord, tu peux prendre rendez-vous avec la direction de ton école ou de ton campus pour présenter ta démarche. Prépare un peu tes arguments, car si tu parviens à te mettre les décideurs dans la poche, ils pourront t'appuyer et t'ouvrir des portes. C'est ça la clé. N'oublie pas que ces personnes sont des professionnels. Elles ont déjà un boulot à gérer, donc plus tu vas leur faciliter la vie, plus elles seront volontaires pour t'aider. Prends bien le temps de leur expliquer tes besoins et accompagne-les au maximum pour éviter qu'elles ne perdent trop de temps. Une fois que tu as reçu un coup de main, pense à les tenir au courant de tes avancées. C'est toujours agréable de savoir qu'un projet avance et que ça valait le coup de t'aider. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais sois pro. Et toujours pour faire gagner du temps à tout le monde, évite de solliciter plusieurs fois la même personne. Prépare bien tes rendez-vous avec la liste des informations dont tu as besoin. Tous ces conseils sont valables pour un campus comme pour une entreprise. En parallèle des personnes ressources, tu peux également recueillir de l'information dans certains documents. Dans une entreprise ou une organisation, le rapport RSE ou développement durable est à récupérer en priorité. Sur un campus, cherche les diagnostics de performance énergétique. Certains campus ont déjà fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et dans ce cas, ça peut valoir le coup de le mettre à jour en conservant le même périmètre pour faciliter les comparaisons. Concernant les transports, demande si l'école ou le campus a un plan de déplacement. Il devrait y avoir pas mal d'informations dedans. Avec tout ça, tu as toutes les clés pour collecter toutes les informations dont tu as besoin. Et maintenant, voici quelques questions pour te tester. Avant de commencer la collecte de données, il faut une année de référence, un périmètre, une matrice de collecte, un ordre de mission. Collecter les données par échantillonnage, c'est plus rapide, notre projet, beaucoup moins précis, fantastique. Durant la collecte de données, tu peux t'appuyer sur des personnes ressources, ton instinct, la force Luc, des documents en libre accès. Voici un résumé de la première partie de cette vidéo. Avant de partir à la collecte de données, il faut lister toutes les informations dont tu auras besoin. C'est l'occasion de construire ta matrice de collecte. Quand il n'est pas possible de collecter une donnée, tu peux procéder par échantillonnage et extrapoler. Plusieurs personnes ressources peuvent t'aider car elles possèdent des informations utiles pour tes calculs.
pense à les solliciter de manière efficiente. Et enfin, cette phase de collecte de données est l'occasion rêvée pour sensibiliser autour de la démarche. Alors profites-en. Après avoir parlé de la collecte de données, nous allons maintenant découvrir comment s'effectue le calcul des émissions. Ouais, alors je te préviens, j'ai toujours été nul en calcul. Comme ça, tu te dis peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'ultra technique, réservé à des ingénieurs ou à des scientifiques. Eh bien pas du tout. C'est très simple et tout le monde peut le faire. Je vais même te donner quelques astuces pour être sûr de ne pas te tromper. Première astuce, vérifie les ordres de grandeur après chaque calcul. Sakina t'a déjà parlé de ça dans la vidéo 2 du MOOC. Si une activité n'est pas très importante sur le campus, comme les croquettes du chien du gardien, logiquement, les émissions de gaz à effet de serre associées doivent être relativement faibles. Inversement, certains postes comme le chauffage, les déplacements et l'alimentation ont de grandes chances d'être importants en termes de résultat final. Si ce n'est pas le cas, prends le temps de refaire tes calculs et de comprendre ton erreur pour éviter de la refaire. Deuxième astuce, pense à bien vérifier les unités entre la collecte de données, le facteur d'émission et le résultat. On ne mélange pas des torchons et des serviettes. Les déplacements se mesurent en kilomètres, de l'énergie en kilowattheure. À ces données, tu dois associer les bons facteurs d'émission en kilogrammes de CO2 par kilomètre et en kilogrammes de CO2 par kilowattheure. Fais aussi attention aux conversions. Par exemple, 1 MWh est égal à 1000 kWh. Maintenant, place au calcul. Comme on l'a vu, un bilan carbone est un processus itératif. On commence par une estimation rapide pour ensuite affiner les résultats. Pour avoir les idées claires sur ce que tu cherches à calculer, je te propose d'effectuer un premier calcul rapide. Imaginons que notre campus accueille 500 personnes. Le bilan carbone d'un Français sur l'année peut être estimé à environ 8 tonnes de CO2. Il suffit donc de multiplier ça par un ratio de 200 jours travaillés par an et le tour est joué. 200 jours par an, ça y est, j'ai compris. Tu as compté au prorata du temps passé sur le campus. Absolument. Contente que tu aies suivi. Le bilan carbone de notre campus doit être à peu près égal à 2200 tonnes de CO2 par an. Rapide, non? Mais on ne peut pas s'arrêter là. En effet, avec ce calcul, tu ne sais pas s'il faut agir plus particulièrement sur le chauffage ou sur les déplacements. Par contre, tu sais que le résultat que tu devrais obtenir ne peut pas être 100 fois plus grand ou 100 fois plus petit que 2200 tonnes de CO2 par an. Ça t'aidera à savoir si tes calculs sont justes. Il faut maintenant faire une deuxième itération en creusant un peu plus chaque poste. Encore une fois, nous allons utiliser des estimations afin d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de chaque poste. Il te faudra creuser encore davantage avec les données collectées sur le terrain pour réaliser les vrais calculs. Commençons par les consommables. En moyenne, un Français consomme 100 kg de papier par an. En utilisant le bon facteur d'émission, j'obtiens donc environ 46 tonnes de CO2 par an pour le campus. Dans les consommables, il n'y a pas que le papier. Donc tu sais qu'il faudra creuser un peu plus, mais ça te donne déjà une idée du résultat attendu. Pour les déchets, un Français produit en moyenne 400 kg de déchets par an. J'utilise encore un prorata de 200 jours par an et j'obtiens environ 33 tonnes de CO2. Pour les repas, partons du nombre de repas par jour multiplié par 200 jours, multiplié par le bon facteur d'émission, et le tour est joué. 300 tonnes de CO2. Pour le chauffage, avant d'avoir collecté les factures, tu peux faire une estimation à partir des surfaces chauffées et d'un facteur d'émission par mètre carré. C'est très rapide et ça nous donne environ 200 tonnes de CO2. À cela, il ne faut pas oublier l'électricité. Je te propose de partir d'une consommation moyenne par Français de 1000 kWh. On n'oublie pas notre ratio de 200 jours par an et on obtient environ 20 tonnes de CO2. Pour les transports, imaginons que chaque personne qui se rend sur le campus parcourt 10 km en voiture. On multiplie ça par 200 jours et par le bon facteur d'émission et on trouve environ 250 tonnes de CO2. Passons maintenant aux immobilisations. Là, il y a une petite subtilité. En comptabilité, on parle d'immobilisation pour des dépenses qui s'étalent sur plusieurs années. Dans un bilan carbone, c'est pareil. Lorsqu'on construit un bâtiment, on répartit les émissions liées à cette construction sur l'ensemble de la durée d'amortissement du bâtiment. Sinon, le bilan carbone de l'année de construction exploserait et on ne pourrait rien comparer. Concrètement, il suffit de faire le calcul comme d'habitude
et de diviser par la durée d'amortissement. Pour un bâtiment, par convention, on dit que c'est 20 ans. Ça veut dire que si le bâtiment est plus vieux, on ne le compte pas dans le bilan carbone. Pour l'informatique, la logique est la même. Ici, on a choisi une durée d'amortissement de 3 ans. Il faut faire la même chose pour le mobilier, les parkings, les véhicules de fonction, etc. Mais maintenant que tu as la méthode, je te laisse finir les calculs. Avant de te lancer dans tes estimations, tu pourras utiliser ces facteurs d'émission. Pour les vrais calculs, il faudra que tu cherches les facteurs d'émission qui correspondent plus spécifiquement à tes besoins. Parfois, tu trouveras 2 facteurs d'émission différents pour décrire le même objet ou la même activité. Dans ce cas, le bon réflexe, c'est de prendre le facteur d'émission le plus important. Mieux vaut surestimer le résultat et y revenir plus tard si c'est important, que sous-estimer un poste et passer à côté de potentielles actions de réduction d'émissions. Au passage, les outils bilan carbone intègrent déjà de nombreux facteurs d'émission. Si toutefois tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu peux successivement chercher dans la base carbone, en ligne, et les guides sectoriels de l'ADEME. Chercher sur Internet, contacter un fournisseur ou trouver un étiquetage carbone. Procéder par analogie avec un objet ou une activité similaire. La dernière solution, c'est de te lancer dans l'analyse des matières premières et des procédés nécessaires à l'objet ou à l'activité. Mais c'est un sacré boulot. Merci pour la précision, Quentin. Heureusement, la plupart du temps, il existe toujours un facteur d'émission qui permet d'arriver à ses fins. On arrive bientôt au bout de cette vidéo, mais avant ça, prenons un peu de recul. De par le périmètre très large retenu, 2 bilans carbone ne sont pas faits pour être additionnés. En effet, il y a des risques de double compte. Par exemple, si tu réalises le bilan carbone de ton campus et ton propre bilan carbone, tu risques de compter beaucoup de fois la même chose. Ça n'aurait donc aucun sens de les additionner. Tu entendras parfois parler d'émissions négatives. Par exemple, on estime que 1 hectare de forêt stocke environ 4 à 5 tonnes de CO2 par hectare et par an. Il serait tentant de soustraire ces émissions négatives à nos bilans. Mais il ne faut pas le faire. Toutes les émissions négatives et les possibles compensations doivent être comptées à part. Pourquoi ? Parce qu'elles n'amènent pas d'action de réduction au sein du périmètre observé. Planter un arbre, ça permet effectivement d'enlever temporairement un peu de CO2 de l'atmosphère. Donc au mieux, on gagne du temps en retardant le moment où il faudra baisser nos émissions. Cependant, ces techniques comportent beaucoup de limites et sont parfois critiquées. C'est tout un débat. À ce stade, tu as toutes les clés pour te lancer dans les calculs. Si tu rencontres des difficultés ou si tu veux faire vérifier tes résultats, n'hésite pas à contacter Avenir Climatique ou l'association Bilan Carbone. Ils essaieront de répondre à tes questions. Maintenant, voici 3 questions pour te tester. Il existe 2 astuces pour ne jamais se tromper dans un calcul. Quelles sont-elles ? Utiliser le 50-50, appeler un ami, vérifier l'ordre de grandeur ou vérifier les unités. Si je ne trouve pas un facteur d'émission, alors je cherche. Et je trouverai sur le site de l'ADEME, à la poste, la réponse D. Les émissions négatives et actions de compensation CO2 permettent de faire baisser mon bilan carbone, de sauver la planète, d'identifier des actions de réduction, de gagner un peu de temps. Avant de se quitter, prenons quelques secondes pour résumer cette deuxième partie de vidéo. Il y a 2 astuces pour ne jamais se tromper dans un calcul. Vérifier les unités et comparer les ordres de grandeur. Avec ça, impossible de se tromper. Un bilan carbone est itératif. Tu peux commencer par de grossières estimations et augmenter la précision autant que nécessaire. Chaque facteur d'émission s'applique à un contexte donné. Beaucoup de facteurs d'émission sont contenus dans les outils bilan carbone et pour trouver des facteurs d'émission, tu peux aussi jeter un œil à la base carbone de l'ADEME. Si tu hésites entre plusieurs facteurs d'émission, prends le plus élevé par défaut. Il vaut mieux surestimer un calcul que risquer de passer à côté d'actions pertinentes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, tu as rendez-vous avec Thomas
qui te donnera quelques conseils pour analyser les résultats de ton bilan carbone et construire un plan d'action.